Donc, bienvenue à cette rencontre Fondapré sur le thème de l'open data et d'innovation sociale. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les rencontres Fondapré, c'est un cycle qui propose une conférence par mois entre septembre et décembre, qui utilise comme fil rouge la donnée. Pourquoi la donnée? Parce que c'est source de pardon, j'attends juste que... Ok. Euh, oui, la donnée donc est source de création de valeur pour le futur pour faire face aux enjeux de société. Voilà. La donnée peut être récupérée par l'écosystème de l'innovation sociale et le secteur associatif dans son ensemble. L'idée de la rencontre Fondapré, c'est de mettre en débat et en lumière l'utilisation de la donnée, son usage, aussi bien par des collectifs, des organisations ou des individus. Alors, le cycle Fondapré est organisé par la Fonda, par Dom+. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dom+ Group, et d'ailleurs à travers sa plateforme Dom+, que Tom Cocro décrira tout à l'heure, c'est une entreprise qui a une plateforme d'intermédiation et de prestations auprès des personnes et qui sert notamment les mutuelles, assurances en marque blanche, et aussi co-organisé avec le NUMA, donc aujourd'hui où on se situe, qui est un espace de coworking et d'incubation. Je vais peut-être laisser à chacun le temps de se présenter très rapidement. Donc Tom, peut-être je te laisse la parole. Et, tu veux que je commence? ouais. Alors, tu disais... Bon. Bonsoir, donc Tom Cocro. J'interviens en fait ce soir au nom de Dom+, qui est donc, comme disait Steven, une entreprise qui traite en fait de plusieurs sujets autour de la santé, et qui sert les mutuelles en fait dans le suivi de personnes. Donc moi, je suis spécialement focalisé sur la partie personnes en ce qu'on dit rupture de vie en fait, donc des gens qui ont des problèmes très graves et qui peuvent pas les gérer. Et comment faire en fait pour prévenir ces problèmes et d'améliorer en fait leur situation avant que le problème n'arrive. Sinon donc je suis data scientist, c'est-à-dire qu'en fait j'essaye de créer du sens avec la donnée, donc récupérer des données dans plein d'endroits, les agréger, discuter avec plein de personnes sur la matière pour l'actionner. Je vous présenterai juste après ce qu'on fait en ce moment chez Dom+, voilà, comment on utilise la donnée chez eux. Bonsoir, Bénédicte Pachot. Ouais. Il faut vraiment que je parle très proche du micro, très bien. Donc Bénédicte Pachot, moi je suis chargée de projet au sein du Commissariat général à l'égalité des territoires, donc c'est le service ministériel qui a en charge les questions de politique de la ville et d'aménagement du territoire. Au sein de ce service, moi je suis dans la cellule recherche et innovation, on réfléchit à la manière dont l'acteur public peut co-construire des politiques publiques avec des acteurs de la société civile, du privé qui ont déjà une partie de la solution et s'inscrire en tant que partenaire de nouvelles politiques, de nouvelles réponses d'intérêt général et plus seulement comme acteur en soutien de manière externe à des projets menés par d'autres. Donc je suis ici en tant que vraiment coordinatrice du Carrefour des innovations des innovations sociales ce soir. Je vous le présenterai plus tard. Le CGET et la Fonda ont vraiment souhaité initier ce projet. On est aujourd'hui dans un rôle d'animation de ce projet-là. Et puis une association a été créée. C'est un projet qui est copiloté par une dizaine d'acteurs. Donc ce n'est pas un projet État, ce n'est pas un projet Fonda, c'est un projet qui est mené de manière partenariale. Bonsoir à tous, Frédéric Bardol. J'interviens ce soir comme membre de Data for Good. C'est une association dans laquelle je participe depuis maintenant 2 ans. L'idée de Data for Good, c'est d'utiliser la data science, donc la science des données, au profit du bien commun. Donc on essaie de faire des projets, enfin, on fait des projets d'ailleurs pour des gens qui ont des idées, que ce soit des assos, des startups, des porteurs de projets. Et on trouve des équipes de volontaires pour travailler sur ces projets. Il faut savoir qu'on est une association 100% volontaire, il n'y a aucun salarié chez nous et c'est par souhait. Et on veut rester comme ça pour garder une totale indépendance sur les projets qu'on choisit et faire vraiment ce qui nous plaît. On fonctionne par saison d'accélération, c'est-à-dire qu'on prend
projets, on prend 5 à 10 projets qu'on accompagne pendant 3 mois. Et à l'issue de ces saisons d'accélération, on a une espèce d'événement qui s'appelle le Demo Day, où on présente tous nos projets à un jury. L'idée, c'est de motiver les gens à livrer quelque chose d'assez rapide. Je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc le thème de cette soirée va être sur l'innovation sociale et l'open data, voir comment l'un peut servir l'autre, comment les innovateurs sociaux peuvent s'emparer de l'open data pour augmenter leur impact notamment, ou comment au contraire ça peut valoriser les innovations sociales existantes. Alors avant peut-être de continuer, je vais faire un moment de définition sur à la fois l'innovation sociale et l'open data, parce que je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est. Alors l'innovation sociale, il y a une multiplicité de définitions. Je vais donc récupérer celle de la VISE qui dit que l'innovation sociale, c'est un moyen de répondre à des enjeux sociétaux qui sont peu ou mal fournis par l'État ou le secteur privé. C'est-à-dire qui sont mal répondus par ces acteurs-là. Et là où le secteur associatif a une véritable valeur ajoutée. Et l'open data, c'est une donnée numérique dont l'accès est libre d'accès à l'usager, sans restriction financière ou sans restriction d'utilisation. À part, bien sûr, mais ça on le verra peut-être dans les détails, les systèmes de licence ou de franchise ou le fait d'apposer une marque pour indiquer la source. Voilà. Alors l'open data, c'est à la fois un mouvement, c'est aussi une philosophie liée à l'éthique notamment de l'utilisation de la donnée, et c'est aussi une tendance de transmission de l'information, une nouvelle pratique de publication. Voilà. Notamment, elle s'inscrit dans une tendance plus large qui tend à considérer que certaines données sont un bien commun, notamment les données publiques. Et d'ailleurs, je vais faire maintenant une petite note de contexte rapide pour récupérer l'histoire de l'open data et de son développement. Alors, en France, l'open data remonte dans les années 70, en 78, où il y a eu une première note pour rendre les données publiques accessibles. En 2011, on a eu notamment la naissance d'EthaLab en France, qui a permis de constituer sur la plateforme DataGouv un ensemble de données qui sont accessibles au grand public. Et en 2016, au niveau européen, il faut savoir que l'open data est une tendance au niveau mondial, et pas que en France. Donc au niveau européen, il y a une réunion avec les ministres de la recherche, de la science, de l'économie, sous le patronage du commissaire à la recherche et l'innovation, Carlos Moedas, qui ont passé un texte pour que d'ici à 2020, l'ensemble des données scientifiques soient en open data. Ce, dans tous les pays européens, c'est une directive. Voilà. En parallèle, toujours au niveau de la politique européenne, c'est important pour bien cadrer où on en est, il y a une transformation de la position de l'innovation sociale. L'innovation sociale, jusque-là, était finalement assez peu connue ou ne faisait pas consensus en Europe. L'idée de toujours la direction recherche et innovation et son commissaire Carlos Moedas, le même qui a fait passer la directive sur l'open data, c'est de considérer que l'innovation sociale sera, pour le prochain programme de la Commission européenne, donc jusqu'en 2027, sera un pilier de tout type d'innovation. C'est-à-dire on n'aura pas innovation technologique, innovation sociale. On aura toutes les innovations qui doivent, ou qui peuvent tout du moins, intégrer l'innovation sociale au cœur de leur activité, au cœur de leur dispositif de recherche et d'expérimentation. Donc ça, c'est une transformation, rien que dans les mentalités et dans l'application, qui est colossale, en tout cas pour le secteur associatif. Je vais peut-être, pour avoir un cas concret de ce que peut être l'open data, laisser Tom présenter un peu plus ce qu'il fait au sein de Dom Plus Group, et je vais mettre ta présentation. Tac. Ouais, si tu veux, tu peux passer là-dessus. Ouais, voilà. Donc moi,
Donc moi rapidement en fait ce que je vais faire c'est vous expliquer un cas concret vraiment en 5 minutes de comment on a utilisé de la data donc privée et de la data donc open pour en fait arriver à un vrai résultat qui est activable et qui est aujourd'hui en production en fait chez Dumplus. Donc pour ça il y a une première étape qui est très importante, c'est le concept de sortir le robot de l'humain. C'est-à-dire à quel moment en fait est-ce que certaines actions faites par les humains n'ont pas de valeur ajoutée et seraient bien plus efficaces faites par un robot pour que l'humain en fait, puisse lui être concentré sur la partie créative, là où le robot est complètement, pour l'instant, incompétent. Donc ça va être la première partie, et ensuite on va parler de l'activation de cette donnée. Donc une fois qu'on a récupéré la donnée, qu'on a compris comment la collecter, comment la gérer, quelle valeur il y avait à l'intérieur, comment est-ce qu'on l'active tous les jours pour que les personnes qui sont censées faire des actions derrière puissent le faire facilement. Donc voilà, donc rapidement, en fait, il y a vraiment 4 piliers, en tout cas dans une entreprise, dans ce qu'on observe aujourd'hui. Le premier, donc, c'est vraiment cette culture data. C'est comment est-ce qu'on amène dans des boîtes qui sont plus ou moins récentes un changement en fait de manière de penser sur tout ce qui est donné. C'est quoi la donnée? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça fait 20 ans qu'on en a, mais on n'en a rien fait. Pourquoi? Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de devenir en fait que chacun des personnes qui doivent utiliser cette donnée devienne un ambassadeur en fait de cette culture et que chacun puisse vraiment prendre en main le concept pour pas déjà en avoir peur et surtout pour pouvoir l'utiliser de manière efficace. Après, c'est la confiance. Surtout chez Dumplus où on traite de données santé, si les personnes qui utilisent la donnée n'ont pas confiance dans leurs actions, et quand je parle de confiance, c'est est-ce que c'est éthique? Est-ce que ce qu'on fait est éthique ou est-ce qu'on nourrit en fait encore une fois des intérêts qui ne sont pas forcément très glorieux? Donc ça c'est super important, cette espèce de contrat qu'on crée en fait entre les employés et la donnée. Ensuite, donc, tout ce qui est automatisation et machine learning, c'est moins intéressant. C'est la partie technique, c'est comment est-ce qu'on arrive en fait à mettre en place des choses qui font qu'on peut créer une interface entre les humains et la donnée. Voilà. Donc, chez Dumplus, on a fait une activation de données qui était assez intéressante. C'est qu'on a en fait voulu donc utiliser, je crois qu'on est sur 50 données en fait historiques pour en fait faire de la prévention sur ce que j'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont en rupture de vie. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un est dans une situation complexe sociale ou de santé, comment est-ce qu'on arrive à arriver avant le problème? Pour pas que la personne souffre, d'une part, de ce qui peut lui arriver, mais surtout en fait pour rentrer dans un cercle, un cercle vertueux, exactement. Voilà, j'arrivais pas, c'est dingue. Donc dans un cercle vertueux qui permet en fait de pousser en fait des organismes comme des mutuelles à être dans un mouvement de prévention plus que d'action après coup. Donc ce qu'on a fait, c'est donc récupérer toute cette donnée historique chez Dumplus et y agréger en fait de l'open data pour venir en fait récupérer des données qui n'existent pas chez Dumplus, comme des données par exemple liées à des temps d'attente chez des médecins. Combien de temps est-ce qu'on attend en moyenne sur le territoire? Ce qui paraît complètement anodin, mais qui est en fait très très important à l'heure actuelle pour prévenir en fait justement tous les problèmes qu'il peut y avoir. Pareil, des distances en fait entre des zones plus ou moins larges, pas exactes, de là où habite la personne, des hôpitaux, des infirmières, tous ces organismes de santé, et essayer de prédire en fait quelles situations sont des situations donc de danger pour certaines personnes. Voilà. Et donc pour activer tout ça, là ce que je vous raconte c'est au final assez technique, c'est pas très activable. Et donc si tu veux on peut passer à la suite. On a fait en fait juste un dashboard qui permet en fait aux personnes de Dumplus qui n'ont aucune compétence technique, qui ne comprennent pas forcément exactement ce qui se passe niveau data, d'activer en fait les prédictions faites par un algorithme. Donc je ne vais pas vous présenter le tableau précisément, mais en gros ce qu'on a juste sur la partie du bas c'est un identifiant de personne qui est complètement anonyme, donc que personne ne peut retrouver à part Dumplus. Ensuite un score de prédiction qui vous permet de savoir en fait si on est proche d'une prédiction qui est pertinente. Après on a des coûts en fait qui sont des coûts de prévention. Combien ça coûte de prévenir un problème potentiel d'une personne versus en fait le coût de non-action qui est à côté. Et ensuite à la fin on dégage un score qui est un score d'indication d'action pour un conseiller dans ce cas-là. Et ensuite lui il peut prendre la charge de dire je pense qu'il faut qu'on fasse cette prévention et il la déclenche. Donc c'est assez basique, hein, ça n'a rien de dingue, mais ça permet en fait de pouvoir traiter un maximum de données et de faire en sorte que les humains se concentrent sur la partie créative de leur métier qui a le plus de valeur, qui est appeler la personne qui est en difficulté et essayer de régler son problème. Voilà. Vous avez des questions sur le dispositif à ce stade? Non. Ouais.
C'est des problèmes assez larges en fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on a sur la donnée historique en fait, on a certains profils et des choses qui leur sont arrivées. Donc ça peut être qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ça pourrait être des problèmes par exemple financiers, des personnes qui ont eu en fait qui étaient sur une pente descendante genre d'endettement et qui à un moment ont fini par craquer. Comment est-ce qu'on détecte ça? Ou des gens qui ont des problèmes par exemple d'absentéisme au travail. C'est comment est-ce qu'on détecte qu'il y a un problème en fait quelque part sous-jacent qui a un signal faible et comment est-ce qu'on prévient ça avec des dispositifs évidemment qui sont propres à DOM+. Donc c'est des process en fait donc d'appel, de coaching de personnes pour les aider à s'en sortir. Ouais, complètement. Justement, c'était un des premiers combats qu'on a voulu mener. Dans l'idée, donc ce que je disais là, c'est que c'est complètement anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, l'action est prise avant même de savoir qui est la personne qui va être prise en charge. Là, on parle de personnes qui ont 75 ans et plus, ok. L'idée étant justement de forcer les mutuelles sans leur dire en fait qui a vraiment été traité, mais à leur montrer en fait qu'il y a un coût qui a baissé au fur et à mesure de l'année, en fait. Donc ouais, donc la donnée est juste, en fait la donnée ne sort jamais de DOM+ déjà. C'est vraiment ça qui est important, je pense. On va prendre une dernière question, on va passer à la suite après. Ouais, donc alors tout ce qui est sécurité, je ne vais pas en parler ce soir. Tout ce qui est CNIL, tout ce qui est RGPD, je ne vais pas en parler ce soir, mais tout est cadré, on parle de données de santé, donc il n'y a pas moyen, enfin, on ne peut pas en fait faire de faux pas à ce niveau-là. Et toutes les personnes qui sont là ont accepté en fait d'être suivies par ce dispositif. Il y a 0 personne en fait qui est là par magie. On dit ah bah tiens, cette personne, on pense qu'elle a un problème, donc on y va. Chacune des personnes qui passent dans le dispositif de prédiction, pas d'entraînement, mais de prédiction, est validée. On lui demande vraiment de signer une case qui dit je veux rentrer dans ce profil-là. Ça peut être des gens qui sortent de l'hôpital, par exemple. Et on leur dit, si vous voulez, on vous propose telle formule. Mais ils peuvent la refuser. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui la refusent aussi. Mais il y avait une deuxième partie à ta question, je crois, non? Ouais. Alors, en fait, c'est les mutuelles qui le payent. Mais elles paieraient aussi donc le coût de non-intervention si elles ne faisaient pas la prévention. Mais tous ces chiffres-là sont vraiment, c'est que des grosses moyennes. Il n'y a pas de vérité en fait. C'est par rapport au profil, on essaie de rechercher des coûts. Mais ce n'est pas des coûts qu'on peut assurer justement. Je vais peut-être rajouter juste un élément sur le RGPD, donc le Règlement général à la protection des données personnelles qui est rentré en vigueur cette année, qui est une directive européenne. Il n'y a plus besoin d'enregistrer un fichier à la CNIL maintenant. Voilà. C'est les entreprises qui sont responsables de leur propre, du suivi, du monitoring de leurs propres données. Maintenant qu'on a vu un exemple très concret de l'open data et de l'utilisation qu'on peut en faire, je vous propose qu'on rentre dans une discussion un peu plus conceptuelle de la connexion qui peut exister entre open data et innovation sociale, puisque les deux revêtent une dimension philosophique et politique, ont des zones de convergence et de divergence. Donc je vous propose de nous donner votre avis, de nous dire ce que vous en pensez. Pour vous, quelles sont ces connexions, ces zones de convergence politique, voire philosophique? Alors, innovation sociale et open data, tu l'as dit, il y a des multitudes de définitions pour chacun des termes. À titre personnel, moi je suis assez sensible à la définition d'Aki Moral dans son rapport L'innovation au pouvoir, qui présente l'innovation sociale comme une réponse qui est très ancrée aussi au local, au contexte territorial. C'est un peu une réponse nouvelle ou transférée dans un contexte nouveau à un besoin identifié collectivement dans un objectif d'amélioration du bien-être et du développement local durable. C'est moi le concept dans lequel je me retrouve bien. Et puis open data, sans être du tout une spécialiste de ces sujets-là, j'entends beaucoup, pour moi ça résonne sur ouverture et puis sur réutilisation des données au-delà de leur raison première. Du coup, j'y verrais moi 3, enjeux assez forts communs pour les deux. Le premier, c'est pour moi un enjeu fort d'inclusion, c'est de s'adresser au plus grand nombre
Donc que ce soit des projets d'innovation sociale qui répondent aux besoins du plus grand nombre ou une ouverture des données pour le plus grand nombre. Dans ces projets ou tech ou innovation sociale qui peuvent être artisanaux, je pense qu'il y a un enjeu fort d'utilité, que ça amène vraiment, que ça concrétise dans de nouveaux services, de nouvelles solidarités qui soient effectives. Et lié à ces deux enjeux-là, moi, je vois un troisième qui en découle un peu, qui est un peu un enjeu d'appropriation très fort. Comment est-ce que des innovations sociales qui sont menées ailleurs livrent des enseignements pour d'autres, pour ne pas réinventer la poudre en continu? Et à l'inverse, comment est-ce que des données qui sont ouvertes sont réellement appropriées par des publics tiers pour que ça puisse devenir derrière des outils de pilotage de nouvelles actions ou que ça puisse permettre la création de nouveaux services. Donc je verrais ça plutôt comme enjeu commun aux deux. Et finalement, on se dit, bah oui, il y a plein de choses à discuter ensemble, mais c'est des publics qui se connaissent très peu en termes de divergence. C'est juste que c'est des publics qui ont des codes complètement différents. Moi, je viens beaucoup plus du milieu du développement local et du milieu de l'innovation sociale. On se dit oui, éthiquement c'est intéressant de faire de l'open data. En revanche, il y a toute une acculturation qui est aussi à mener. Quand on se dit concrètement qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut faire de l'open data, est-ce qu'on peut, quelle est la licence de nos données, il y a tout un enjeu aussi de dialogue commun entre les deux. Alors, moi je vais reprendre un petit peu quelque chose que j'avais entendu de la bouche d'Henri Verdier la première fois, que j'avais bien aimé, qui disait que il y avait un truc comme quoi big data is the new oil, et tout le monde disait ça à l'époque, c'est le nouveau pétrole, le big data. Et lui il avait dit en fait son définition c'est big data is the new soil, c'est-à-dire c'est la terre dans laquelle on peut planter quelque chose, on a besoin de ce terreau. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à tout ce qu'il y a eu, à toutes les au rapport Trojet, ensuite à la loi Le Maire qui a permis qui a obligé les administrations à ouvrir leurs données, on a réussi maintenant à avoir ce terreau. Ce terreau, il existe, on a pas mal de choses sur data.gouv. Maintenant, la prochaine étape, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on plante dans ce terreau. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facilement, qui n'est pas gagné. Déjà d'une, on a besoin de faire monter en qualité les jeux de données qui sont ouverts. Et puis il y a aussi un quid des réutilisations, parce que c'est bien beau de tout ouvrir, ça coûte de l'argent et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait après, comment on les réutilise? Et notamment, il y a un jeu de données qu'on a trouvé sur data.gouv qui n'était pas très utilisé, et on va faire un projet dessus pour la prochaine saison de Data for Good. C'est un projet avec toutes les déclarations de lobby, tout ce qui a été payé par des laboratoires pharmaceutiques à des médecins, à des sociétés savantes, ainsi de suite. Et ce dossier, c'est un fichier sur data.gouv qui est énorme. Il y a, je crois, 200 millions de lignes. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. Quand on va chercher quelque chose dedans, c'est pas très facile. Et donc, en fait, il est là. Et en fait, on utilise un peu ce concept, c'est en open data, donc on est transparent. Mais en fait, on cache sous cette mine d'informations, mais en fait, on peut rien en faire. C'est ça le problème. Donc maintenant, ce que je veux dire, de manière un peu j'arrive pas très bien à exprimer ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'ouvrir des données, c'est pas suffisant en fait. C'est pas, au contraire, on nous noie sous les données, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et si on nous noie, on est perdu. Et donc maintenant, c'est comment on éditorialise, comment on transforme ces données pour leur donner de la vraie valeur. Et donc on est en train de faire un projet là-dessus pour qu'on puisse chercher comme ça en un clin d'œil, faire une petite API, et on pourra faire des recherches sur tiens, tel médecin, qu'est-ce qu'il a reçu? Ou tiens, tel laboratoire, qu'est-ce qu'il a donné à qui? Quels sont les montants des flux financiers? Donc on est en train de faire ce travail-là. Et je pense que ça, c'est la prochaine étape qui est en train de voir le jour, c'est-à-dire maintenant qu'on a tout ce terreau qui est là, comment on construit des choses par-dessus. Quand le terreau il est déjà présent, on peut faire des choses qui sont intéressantes. On a bossé avec une base de données la saison dernière sur qui s'appelle Mimic. C'est un hôpital à Chicago. Pendant 10 ans, ils ont mesuré des données sur tous leurs patients. Et j'ai noté 200 millions de données. Donc c'est un truc, à utiliser, ça assez compliqué. Et en fait, c'est tellement compliqué que il y a du travail pour des centaines de chercheurs sur des centaines d'années. Donc en fait, le fait de l'open sourcer, ça permet de faire en sorte que ce soit plus réservé juste aux chercheurs de cette université, mais que ça permet à tout le monde et à des data scientists qui ne connaissent pas forcément très bien la médecine de pouvoir faire partager leurs connaissances. Et ça qui est intéressant, je trouve. C'est-à-dire que tout le monde, les gens en tout cas qui maîtrisent ce genre d'outils, sont capables de
participer à la production des connaissances humaines grâce à l'ouverture de données. Ouais, c'est moi. Je pense que pour compléter ce que vous avez dit, je prendrai la suite en fait de ce que tu étais en train de dire, c'est que la partie en fait montée en qualité en fait de l'open data, c'est un petit peu ce qu'on a remarqué il y a quelques années déjà en fait sur la partie open source en fait du code qui était écrit par des développeurs. C'est qu'il y avait un vrai problème de comment monter en qualité, comment rendre le travail plus partagé, comment faire en sorte que des choses qui sont produites par des gens sans échange d'argent soient mis à la disposition de tout le monde, que ce soit facile à utiliser. Moi, si je prends vraiment mon cas actuel sur les projets que je fais, c'est très complexe de trouver de l'open data de qualité, qui est à jour surtout. C'est-à-dire que des fois, on a des jeux de données qui datent de 2010, 2012, et qui n'ont plus forcément de sens à l'heure actuelle. Donc moi, je pense que un des gros enjeux qu'il y a à l'heure actuelle pour l'open data, c'est de réussir à passer ce cap en fait, de la maturation qualitative, qui est de dire qu'il faut que n'importe qui, donc des chercheurs évidemment, mais aussi des développeurs jeunes ou moins jeunes, en fait, puissent avoir accès facilement, récupérer la donnée et en faire des choses. Au-delà de ça, le côté de transparence est très intéressant aussi. C'est-à-dire que les gouvernements sont transparents, c'est entre guillemets par définition, on a envie de se dire que c'est normal, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est par exemple Facebook qui n'arrive pas à lutter contre tout ce qui est fake news aux États-Unis particulièrement. Je pense qu'on a un petit peu tous entendu parler de ça. Des articles qui sont postés sur Facebook qui sont absolument faux, qui n'ont pas de source, qui existent, et qui parlent de sujets qui vont en fait complètement faire changer d'opinion certaines personnes. Et aujourd'hui, ils sont incapables, avec leur armée de data scientists, de trouver des moyens en fait de contrer ce phénomène de fake news. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit un jeu de, je ne vais pas dire de chiffres parce que je me rappelle plus exactement, mais un jeu énorme, colossal, de plusieurs millions d'articles qui ont été tagués comme des fake news. Ils l'ont donné en fait à des chercheurs en leur disant voilà, vous avez tous ce jeu de données pour faire ce que vous voulez, mais nous on vous demande aussi de nous produire en fait un algorithme ou quelque chose pour détecter ces fake news de manière plus efficace. Voilà, donc tout ça c'est en cours. Mais c'est quelque chose de super intéressant de dire que même des boîtes privées sont capables de mettre de la donnée en open data pour accélérer en fait des innovations, alors plus ou moins sociales, mais en tout cas des innovations qui permettent à un très grand nombre de personnes d'avoir un bac à sable en fait pour activer ces données. Je souhaiterais juste rajouter un petit mot sur ces histoires de fake news, ainsi de suite. Je pense pas que ce soit un problème d'open data, je pense pas que ce soit un problème. Enfin, c'est le genre de cas où on essaie de trouver une solution technique à un problème qui est d'ordre éthico-politique. Le problème des fake news, c'est qu'on se situe dans une économie de l'attention et que si jamais on veut, entre guillemets, avoir du temps de cerveau disponible pour les êtres humains, on est obligé de leur montrer du contenu qui les rend accros, parce que c'est ce qui les fait rester plus longtemps sur la plateforme. On a fait un projet là-dessus qui s'appelle Algo Transparency, on l'a fait pour YouTube, et on demande que les vidéos qui sont les plus partagées, c'est les vidéos qui sont conspirationnistes, qui sont racistes, ainsi de suite, qui disent que la Terre est plate, anti-vax et tout ça. Et en fait, l'algorithme par design, il est conçu pour recommander ces vidéos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son but, c'est d'optimiser le temps passé sur la plateforme. Et plus les gens passent de temps, plus on peut leur montrer des pubs. Donc une vidéo qui fait rester longtemps les gens, c'est une bonne vidéo pour l'algorithme. Mais ça, c'est pas un problème d'algorithme, c'est pas un problème de données, c'est un problème de quel objectif on donne à l'humain plutôt. Et en fait, le fait de vouloir des vidéos qui rendent moins les gens accros, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire baisser le chiffre d'affaires de Facebook, de Google, de tous ces gens qui sont font rester, et en échange, on vous glisse des pubs de temps en temps. Et justement, peut-être que le rôle des innovateurs sociaux, c'est d'avoir une approche plus éthique par rapport à ça et de ne pas voir l'open data comme le fait d'utiliser les utilisateurs comme des sources de revenus, mais bien d'utiliser l'open data à des fins sociétales, à des fins engageantes. Alors, typiquement, on va passer sur une question que je t'adresse, Frédéric. Comment, selon toi, la collecte est mise en commun, comment l'innovation sociale, comment la collecte et la mise en commun de données peuvent-elles susciter des projets innovants socialement ? Voilà. La question, encore une fois, ça va être quel est pour moi, déjà, un truc de base, c'est quel est le statut juridique de ce qu'on appelle l'innovation sociale ? Si l'idée, c'est de faire une entreprise et dont le but, c'est de maximiser le profit,
je ne vois pas comment elle peut le faire sans le faire au détriment des utilisateurs, si elle se base sur les données en tout cas. Par exemple, on pourrait avoir des entreprises qui aident à orienter les gens, mais leur business derrière, c'est de revendre des données. Donc c'est quelque chose qui va être difficile à faire. Et après, si on part sur le secteur associatif, le but, ça va être aussi de trouver des subventions, ainsi de suite. Donc il y a toute cette ambiguïté-là qui est toujours un peu délicate, je pense, dans ce qu'on appelle l'innovation sociale. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est à clarifier. Nous, pour s'en sortir et pour essayer de travailler un peu avec tout le monde à Data for Good, ce qu'on fait, c'est que tout le code source qu'on produit, on le met en open source. C'est un peu comme l'open data. Donc, du coup, tout le code source est disponible publiquement pour tout le monde. Comme ça, on se dit, même si on avantage un acteur économique par rapport à un autre, au moins, les autres peuvent le reprendre et ça peut potentiellement profiter à l'ensemble de la société et pas seulement à cet acteur, même s'il est privé et fort profit. On n'a pas de problème à bosser pour des gens qui sont fort profit, pour des startups et ça. Du moment que ce qu'on fait et ce qu'on produit, ça devient open source. D'ailleurs, je rajoute, normalement c'est une obligation légale, mais c'est pas spécialement respecté, que le code source, c'est censé être des données, et donc les codes sources des logiciels produits par l'État sont censés également être open source, ce qui n'est pas actuellement le cas à l'heure actuelle. Et c'est dommage parce que on paye avec nos impôts des logiciels qui sont développés par des entreprises ou par des développeurs dans l'État. Et en fait, comme chaque ministère a les mêmes besoins, on les redéveloppe à chaque fois. Et comme c'est pas en open data pour l'instant, en fait, on repaye. Et on continuera de payer indéfiniment tant qu'on n'aura pas une stratégie un peu plus sur long terme. Ce qui est en train d'arriver, il y a des choses comme Entrepreneur d'intérêt général où le but c'est de faire ça, justement, de faire des codes qui est réutilisable, qui est open source et qui est partagé entre administrations. Pour moi, le futur est là. Peut-être que vous pouvez préciser ce qu'est entrepreneur d'intérêt général. Frédéric ou Bénédicte, je sais que tu connais bien aussi, non? Tous les deux, du coup. Tous les deux, vous connaissez bien, allez-y. Hein. Petit aparté. Entrepreneuriat d'intérêt général, c'est un programme qui est financé par le programme d'investissement d'avenir qui vise à amener dans l'administration étatique des talents du numérique pour accélérer des projets internes à l'administration. Et donc le parti pris, c'est que le fonctionnement habituel d'une administration, c'est de faire appel à des prestats quand il y a un défi numérique. Et là, c'est d'intégrer des personnes qui viennent du privé ou de l'associatif, qui ont des expertises techniques pointues et qui rejoignent l'équipe projet de l'administration pour accélérer et débloquer des défis numériques. Donc pour le Carrefour des innovations sociales, on bénéficie de 2 entrepreneurs d'intérêt général qui sont là. Élise qui est designer UX, UI, et puis Julien qui est développeur web. Et ils sont là pendant 10 mois en tant qu'agents de l'administration pour accélérer. Alors il y a beaucoup de data scientists qui ont donc... et donc là on est clairement dans comment l'open data... j'ai envie de dire, n'est pas théorique ou fournit permet une récolte fructueuse en s'attaquant à des bases de données de l'action de l'administration qui sont sous-utilisées. Et puis, ça peut être sur des projets autres, comme le Carrefour des innovations sociales. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est en plein dedans parce qu'Élise et Julien sont là jusqu'à mi-novembre et donc on pense aussi de l'après-entrepreneur d'intérêt général, c'est comment est-ce que les outils, notamment les outils open source, de toute façon c'est une condition du programme, développés dans le cadre d'un défi entrepreneuriat d'intérêt général, peuvent être mis à disposition d'autres administrations, d'autres acteurs, qu'ils soient hors public aussi, pour justement être non pas dans une logique one-shot de ils sont venus sur un défi et puis après on refait comme d'hab, mais de construire aussi des logiciels open source qui puissent être rentabilisés et puis qui puissent servir au plus grand nombre. Et comme tu le dis, il y a clairement des besoins récurrents dans l'administration, comme dans un certain nombre de structures. Et passer par l'open source, c'est aussi une logique de mutualisation des moyens. Et après, une fois qu'on y est, c'est une logique de bon sens, mais qui n'est pas forcément évidente de manière tout à fait personnelle. En fait, aujourd'hui, quand on passe il y a encore un an, 2 ans, on passe un contrat dans l'administration. En fait, ce n'est pas forcément une question. Est-ce qu'on demande de l'open source ou du propriétaire? On va demander avec qui on bosse et combien ça coûte. En fait, c'est pas aujourd'hui, c'est encore pas du tout. C'est même pas forcément une question automatique que se posent les agents de l'action publique de se dire, au fait, est-ce que je veux du propriétaire ou de l'open source? Parce qu'il y a notamment une acculturation numérique qui est encore développée de manière assez inégale. C'est
C'est vrai que c'est marrant parce que vous soulignez un paradoxe finalement dans la fonction publique qui est que d'un côté, il y a cette volonté depuis des décennies, on l'a vu tout à l'heure, de favoriser l'open data, de rendre les données publiques, et de l'autre, finalement, l'application, où on se rend compte qu'il y a cette démultiplication de l'effort parce qu'on ne va pas chercher, on ne va pas inscrire dans le cahier des charges l'open data dès le début, dès la conception du projet. Je vais passer à toi, Tom. Tout à l'heure, tu nous as fait une présentation très concrète de l'outil que tu as développé. Maintenant, je voudrais te demander comment, d'après toi, organiser la collecte et le traitement de données peut, pour anticiper les difficultés auxquelles seront confrontées les personnes et mettre en place des actions innovantes pour apporter des solutions. Donc je pense que ouais, en fait, ça prend bien la suite de ce qui a été dit juste avant au niveau de en fait, commencer par certains principes sur un contrat. Comme tu disais, plutôt que de commencer par dire ok, avec qui on bosse, combien ça coûte, ce qui est assez important aussi. Mais je pense que dans les bases, dans les fondements d'un contrat, si on veut faire de l'open data, c'est pas à la fin du contrat, mais c'est au début en fait. Et ça peut être vrai pour des acteurs privés ou publics. Surtout de l'open source. Open data, il y a une obligation juridique pour les acteurs publics. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, mais on pourrait imaginer des acteurs plus privés qui souhaitent faire pareil. Justement, par exemple, une des visions qui commence à émerger un petit peu en ce moment, c'est comment faire en sorte que des acteurs privés qui ont des données qui pourraient être mutuellement intéressantes, mais qui veulent surtout pas les partager, puissent en fait trouver des manières de les mettre en commun, sans que ni l'un ni l'autre des acteurs ne puissent vraiment voir la donnée. Donc ça paraît un peu farfelu, mais c'est à travers en fait par exemple des algorithmes qui permettraient en fait d'améliorer en fait des prédictions faites sur une donnée propriétaire, avec un entraînement de ces algorithmes qui serait fait avec de la donnée issue de beaucoup d'entreprises différentes. C'est une vision, mais dans l'idée, donc voilà, je pense que c'est important. Après, tout ce qui est collecte, d'un point de vue technique, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais je pense que la collecte va plutôt amener à toute la partie consultation. C'est-à-dire la manière de collecter va amener derrière une interface de consultation par des parties externes ou internes même en fait. Sur des très grosses entreprises, on pourrait quasiment parler d'open data en interne. Sur des boîtes qui ont 150, 200, 400 000 employés, c'est quasiment de l'open data fermé, quoi. Parce qu'il faut qu'entre eux, ils arrivent à partager de la donnée de manière efficace, se comprendre entre eux, des pays différents, des gens qui ne vivent pas dans les mêmes time zones, tout ça. Donc c'est un défi aussi. Après oui, donc au niveau de la collecte, je ne sais pas exactement quoi ajouter, si ce n'est qu'il faut vraiment, par exemple sur un projet concret comme celui qu'on fait, toujours garder en tête que quelle que soit la donnée qu'on collecte, toute la couche justement d'éthique est super importante. Même si c'est pas de l'entrepreneuriat social, même si c'est pas une innovation sociale, et que c'est for profit, c'est aussi super important en fait pour des boîtes privées de garder ça en tête. Et nous, c'est ce qu'on essaye de leur amener aussi, ce que j'essaye d'amener en fait pour les différentes entreprises pour lesquelles je travaille, qui est de dire, vous faites des choses qui sont cachées, que personne ne verra jamais, que personne ne pourra vérifier. Enfin, ça a un petit peu changé récemment. Mais comment on fait pour qu'ensemble, en fait, on soit à l'aise avec les différents algos qu'on met en place, avec la donnée qu'on utilise, la manière de l'utiliser, de l'anonymiser, tout ça. Donc voilà, je pense que niveau collecte, ça serait vraiment ça l'enjeu que je vois. Quand tu parles de cadre éthique, c'est au-delà finalement de ce que la réglementation nous impose, notamment le RGPD. Oui, la RGPD au final c'est aujourd'hui voilà, par exemple pour moi la RGPD c'est une super loi, c'est pas du tout une loi que je vois comme quelque chose qui est contre nous qui travaillons la data, au contraire ça permet d'asseoir ce qu'on disait déjà avant, de dire en fait non, ça c'est des choses qu'il faut pas faire, ou utiliser l'adresse précise de quelqu'un pour faire c'est complexe quoi, c'est des choses qui sont pas qui sont quand même qui peuvent être utilisées à des fins un petit peu moins intéressantes que ce qu'on veut faire, et ça s'applique à toutes les échelles en fait du travail. Mais ça se fait donc dès le début du contrat, et ça permet aussi, nous ça nous permet de juger par exemple des gens avec qui on travaille. C'est super intéressant en fait souvent d'avoir des gens qui vont dire non mais t'inquiète pas, on s'en fiche, on verra plus tard, c'est pas très important, vs des gens qui vont plutôt être en mode ok, donc c'est quoi votre framework pour la partie data, comment est-ce qu'on la collecte, c'est quoi les filtres que vous mettez en place pour qu'on soit sûr que ce soit nickel. Et je parle de ça d'avant la RGPD. Maintenant qu'il y a la RGPD, c'est différent, tout le monde s'y met, ce qui est plutôt une bonne chose. Oui, le RGPD, je le répète, c'est le règlement général à la protection des données personnelles qui est issu de la directive européenne. Et enfin, Bénédicte, je pose une question à toi. On a vu comment finalement utiliser l'open data pour collecter des données, ou quelles sont les applications qu'on peut en faire. Comment est-ce qu'on peut valoriser les innovations sociales grâce à l'open data ?
Pour ça, du coup, moi, je vais prendre l'exemple du Carrefour des innovations sociales que je connais le mieux. Très rapidement, le Carrefour des innovations sociales, c'est né d'acteurs publics comme nous qui se sont dit, en fait, on a envie de soutenir la diffusion d'initiatives entre territoires, et pour ça, on a besoin d'être capable de les repérer. Or, on a plein d'initiatives qui sont hors radar pour nous. De la même façon, la Fonda est venue en disant moi je fais des exercices de prospective sur des domaines, et puis en fait c'est extrêmement chronophage à chaque fois de rechercher les initiatives pionnières sur chaque domaine. De la même façon, des assos, des incubateurs sont venus en disant en fait, moi j'ai besoin de savoir les innovations sociales autour de chez moi pour proposer aux porteurs de projets que j'accompagne des initiatives complémentaires, des partenariats fructueux. Et de la même façon, des financeurs sont venus nous voir en disant il y a des projets qui demandent du financement de ma part. Je ne suis pas spécialiste dans 80% des projets qui viennent à moi. J'ai besoin de faire du benchmark rapide, de me donner une idée, d'avoir une idée rapide du projet. Et pour ça, j'ai besoin de comparer et donc d'avoir accès à un certain nombre de projets d'innovation sociale. Donc c'est parti de deux constats. Énormément d'innovation sociale se développe dans les territoires, apporte de nouvelles solutions, de nouveaux services. Et un foisonnement d'acteurs les recense déjà, les valorise déjà en ligne. Mais ce foisonnement nuit à leur visibilité finalement, et tout à chacun, quand on cherche un projet d'énergie en Auvergne, on a les réseaux qu'on connaît, on a nos moteurs de recherche favoris, et le résultat c'est souvent qu'on loupe énormément d'informations, et que finalement cette visibilité très inégale des projets nuit à leur capacité de développement, à leur capacité d'être repérés par des financeurs, de rentrer en contact avec d'autres porteurs de projets, et donc nuit à... réduit leur potentiel d'impact sociétal intéressant. Du coup, quand on s'est intéressé, donc le Carrefour des innovations sociales, l'objectif c'est de valoriser toutes les innovations sociales et de pouvoir repérer en France les innovations sociales qui m'intéressent. Donc ça se traduit par un moteur de recherche qui permet aujourd'hui d'accéder à 12 000 projets d'innovation sociale en France. Ça se traduit par un collectif d'acteurs, c'est 50 partenaires qui portent le projet, et par des outils open source qui ont été développés pour le projet mais qui pourront être adaptés à d'autres. Et quand on creuse, en fait, c'est une problématique d'accès à l'information, ce projet-là. Notre fonction, notre besoin métier qui est j'aimerais repérer des projets, je n'y arrive pas, en fait, ça se traduit par une difficulté d'accès à l'information. L'information existe, mais j'y accède très mal. Donc pour nous, l'open data, c'était clairement une condition de réussite, un levier formidable pour que le projet puisse répondre correctement aux attentes et avoir des objectifs solides. Donc, dès le départ, on a pris l'open data pas seulement comme un levier technique, mais vraiment aussi comme une dimension importante en termes de gouvernance et éthique, en se disant il faut mobiliser les acteurs qui recensent déjà des innovations sociales et leur proposer d'œuvrer à une meilleure circulation des informations et donc à partager davantage les données via un moteur de recherche qui ne fait que relayer des informations qui existent déjà sur des sites et puis qui les renvoie de nouveau sur les sites. Donc c'est seulement une passerelle. Donc il y a cette logique d'open data là. Plus précisément, alors acteur public c'est clair, on l'a vu, on n'est pas très sensibilisé à ces notions-là, ou certains ne le sont pas tous. De la même façon, les acteurs de l'innovation sociale ne sont pas tous au fait des problématiques d'open data et d'open source. Donc quand on a commencé ce sujet-là, c'était très séduisant sur l'idée, parce que du coup on est en train de vous dire en fait on peut tout simplement aller lire les projets qui sont sur vos sites si vous en êtes d'accord et les relayer sur une plateforme qui aura une plus grande visibilité de vos projets, et puis vous aurez accès à d'autres. Ok, c'est séduisant. Puis ensuite on se dit mais au fait est-ce que vous pouvez bien partager vos données ? Est-ce que vous pouvez partager vos projets au sein du moteur de recherche ? Quelle est la licence de votre site ? Les réponses les plus courantes c'est j'en sais rien. Je ne sais pas en fait qui est exactement propriétaire et quel est l'accès qui est possible aux données que j'ai sur mon site. Et donc il y a aussi un enjeu commun d'acculturation un peu à ces notions d'open data. Qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire ? Qu'est-ce que ça veut dire faciliter la circulation ? Quel besoin il y a de protection des usages commerciaux ou d'usages qu'on ne souhaiterait pas avoir sur nos projets? Quelles sont les données qui sont plus ou moins sensibles? Potentiellement sur des fiches de projet, on a souvent des données personnelles. Des fois, c'est des acteurs tiers qui les ont créées, ces fiches projets. C'est des journalistes que j'ai payés pour le faire. C'est des photos que j'ai prises d'acteurs tiers. Du coup, est-ce que je peux partager ça? Donc, il y a tout un enjeu d'acculturation assez fort. Et puis, un enjeu supplémentaire, c'est
pour moi en tout cas qui me semble important, c'est vraiment de réduire tout risque de boîte noire, de ok, je fais un truc d'open data mais j'y comprends pas grand chose, et notamment de pouvoir garder le contrôle sur les données que je partage et sur le niveau de partage des données au sein de ce projet-là. Donc, je l'ai mentionné, on a 3 logiciels open source qui ont été créés pour le carrefour des innovations sociales. OpenScraper va donc scraper, donc lire des pages web pour relayer les informations. Solidata va consolider et enrichir les données, notamment en allant chercher d'autres données déjà ouvertes, comme les données de géolocalisation pour consolider des informations qui peuvent être inégales sur des sites. Et puis, Happyvis permet de visualiser, via un moteur de recherche et bientôt une cartographie, les résultats de recherche. Là-dedans, à chaque fois, donc déjà, on a l'accord, bien sûr, des sites pour aller lire leurs données, et chaque site contributeur peut choisir le niveau de partage de chacune des données qui rentrent dans le carrefour des innovations sociales. Donc je peux tout à fait décider que je veux partager le titre, la description de mes projets. En revanche, je ne veux pas partager le statut juridique de mes projets et le contact personnel. C'est des informations qui sont sensibles, ok. Libre à chaque site contributeur de garder le contrôle des données, enfin du niveau de partage de chaque donnée. Voilà. Okay. Tout à l'heure, tu disais que les acteurs donc associatifs ne sont pas au fait de l'open data, ou en tout cas n'étaient pas encore, jusqu'à il y a peu, au fait de l'open data et de l'open source. Alors, on a une étude qui est en cours actuellement au niveau européen pour voir les relations entre acteurs tech et innovateurs sociaux. Et parmi les questions qui ont été posées aux différents répondants, il y avait justement est-ce que vous connaissez l'open data et est-ce que vous l'utilisez? Aujourd'hui, 30% des répondants ont dit utiliser l'open data, 30% seulement, et 50% disent ne pas l'utiliser, mais vouloir le faire. Donc il y a encore, en effet, une acculturation à l'open data à faire à ce stade. Oui, bien sûr. C'est pas que des acteurs associatifs. Enfin, dans les 50 acteurs, on a des acteurs publics, que ce soit des collectivités, des ministères, des acteurs associatifs, des acteurs privés qui se reconnaissent dans l'innovation sociale parce que des acteurs qui ont une viabilité économique mais qui n'ont pas le profit comme premier objectif de leur activité. On a aussi des fondations, donc on a des acteurs assez différents. Et l'objectif là-dedans, c'est vraiment de montrer que l'open data va vous permettre de booster vos missions de mise en visibilité et d'accompagnement de vos projets. Et ce n'est pas quelque chose de technique externe qui finalement n'a rien à voir avec votre mission première qui est d'accompagner des projets en matière de décrochage scolaire. Mais ça vous permettra demain de mieux mener vos missions. Merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a vu justement comment ces acteurs, donc cette multitude d'acteurs, fondations, pouvoirs publics, associations, etc., peuvent s'emparer de l'open data pour valoriser, renforcer leur impact. Étant donné qu'on parle d'interconnexion entre open data et innovation sociale, comment, d'après vous, les innovateurs sociaux ont un rôle à jouer dans le mouvement de l'open data? C'est-à-dire comment renforcer ce mouvement, cette philosophie, cette tendance, et pour quels impacts? Donc là, je laisse la discussion ouverte. Qui souhaite répondre en premier? Une question un peu conceptuelle, puisque l'idée c'est de renverser justement l'approche qu'on a depuis tout à l'heure. Allez, Frédéric, je sens... Alors, je suis désolé, hein, ça se fait pas trop, mais je vais rebondir sur un truc qu'on a dit avant plutôt, parce que non, mais ça m'a plus inspiré. Je reprends, vous disiez que pourquoi il n'y avait pas d'open data dans l'État alors que c'était quelque chose qui était souhaité depuis très longtemps. Et c'est une super bonne question, je pense, parce que si ça fait 40-50 ans qu'on en parle et que c'est pas fait, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je pense que là où un truc qui est difficile à réaliser, c'est qu'il y a des transformations qui font que le pouvoir n'est plus forcément dans les mains des acteurs qui font la même chose. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais je vais essayer d'expliquer ça. Avant, le pouvoir, c'était quand l'information est rare, le pouvoir, c'est d'avoir l'information, justement. C'est d'avoir le secret et ainsi de suite. Et donc, le fait d'avoir une information qui est disponible et qu'on est les seuls à l'avoir, c'est quelque chose qui est valorisable. Quand on est, comme à l'heure actuelle,
dans de l'abondance informationnelle, c'est-à-dire que tout le monde a accès à l'information, elle est libre, elle est disponible. C'est plus forcément les gens qui la possèdent ou qui la produisent qui ont de la valeur, c'est les gens qui sont les marketplaces, c'est les plateformes, c'est les gens qui sont dans des espèces de tunnels. Et ça, je pense que l'État a mis un peu de temps à le saisir. Et justement, sur ce niveau de logiciel open source dont on parlait, c'est vraiment quelque chose où l'État aura une carte à jouer. C'est-à-dire que plutôt que de se dire je vais faire mes logiciels et je vais essayer plutôt de me cacher, le fait de faire des logiciels qui soient ouverts, qui soient disponibles pour tout le monde, pour moi ça participe même carrément au soft power que peut avoir la France. C'est-à-dire on va se dire, bah, les logiciels qu'on produit, ils pourraient servir au monde entier, on peut les répliquer. C'est déjà ce qui se passe avec data.gouv, hein, c'est répliqué dans plusieurs pays. Et c'est-à-dire que comme ça, on arrive à diffuser nos technologies, diffuser un peu notre culture grâce à ça en fait. Mais en faisant quoi? En étant ouvert plutôt qu'en étant fermé. Et c'est ça qui est un peu difficile, comme ça implique de changer de mentalité en fait. C'est-à-dire qu'en étant ouvert et en donnant aux gens, on a plus de valeur qu'en étant fermé. C'est ce que font les grandes plateformes du web. À l'heure actuelle, tout le code source qu'écrit Google, Facebook et tout ça, et le code source est ouvert. Pas les données, c'est différent, les données sont fermées, c'est un de leurs actifs qui est assez fort, mais le code source est ouvert, pourquoi? Pour, d'une part, que les ingénieurs ils se forment gratuitement à toutes ces technologies, donc c'est super de les avoir, ils se forment comme ça et tout le monde est content. Et d'autre part, parce que la valeur, elle est pas dans ce code qui est produit, elle est plutôt dans les données qui sont les seules à posséder. Donc voilà, je suis désolé, j'ai fait une encartade, mais j'ai répondu à notre question. Voilà, c'est ça. Comme dit Bénédicte, tant que c'est intéressant, ça marche, c'est le principal. Du coup, si vous voulez soit rebondir sur ce que Frédéric a dit, soit répondre à la question, c'est assez libre en réalité. Hein, voilà, on est open data, on est pour la liberté, pour la transparence et pour l'ouverture, donc pas de souci, on peut faire les deux. Effectivement. Ouais. Donc je pense que je vais essayer de répondre à la question et de rebondir un petit peu sur ce que disait Frédéric justement, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est clé, et ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cette espèce de maturation de l'open data qui n'a pas encore eu lieu, dans ce que moi j'observe. C'est-à-dire que le code open source a vraiment bien maturé, les boîtes maîtrisent sa diffusion, savent comment créer des communautés avec des millions de dollars de marketing, et dire les développeurs se forment de leur côté, dans leurs entreprises, dans leurs petites boîtes, et après on les recrute quand ils sont à leur meilleur niveau. Je pense qu'il faudrait réussir à faire la même chose pour l'open data en fait. Et à terme, ça apporterait quelque chose de positif pour l'ensemble de l'écosystème et peut-être du monde. Mais donc c'est là aussi que les entrepreneurs sociaux ont sûrement un rôle à jouer, qui est de dire, au-delà du fait d'être entrepreneurs sociaux et de faire des choses, il faut aussi qu'ils parlent en fait de la data qu'ils utilisent, peut-être plus. Alors je ne maîtrise pas le sujet à fond, donc je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je pense que ça vient souvent de l'usage en fait, tout ça. C'est-à-dire que le code open source fonctionne parce qu'il y a un usage qui est colossal. Enfin, aujourd'hui, la plupart des choses que vous utilisez sur vos téléphones ou quoi sont open source, à part si vous avez un téléphone Apple. Mais dans l'idée, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que l'open data doit passer ce cap de devenir une sorte de mécanisme d'attraction de certaines entités. Donc, ça peut être des États, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations aussi, des plus petits acteurs, pour en fait créer cette espèce de cercle virtueux qui permettra justement d'arriver à une certaine maturité. Donc c'est là que je pense qu'un acteur social, un entrepreneur social aura son mot à dire, dans le fait de dire aux États ou aux grandes entreprises, ce que vous produisez, on l'utilise pour faire des choses qui ont un réel impact et qu'on peut vraiment activer. Je ne sais pas je sais pas à quel point c'est le cas aujourd'hui, je ne sais pas à quel point c'est mesuré surtout, mais c'est un peu la vision qui me paraît intéressante. Pour rebondir et répondre, du coup, oui, moi je suis bien en phase avec ce que tu dis. En fait, plus généralement, de manière plus large, je le relie vraiment à un enjeu d'évolution des politiques publiques, de comprendre que ce n'est pas en agissant seul qu'on est plus sécurisé parce qu'on a le contrôle sur ce qu'on fait, mais c'est en travaillant avec d'autres et en ouvrant qu'on aura plus d'impact et qu'on aura une meilleure réponse parce qu'on pourra s'adresser à beaucoup plus d'enjeux. Donc cette question de l'open source, pour moi, elle est révélatrice sur un positionnement, une évolution qui, pour moi, me semble très souhaitable de l'acteur public, de ne plus penser « je suis le seul acteur de l'intérêt général dans un désert », en m'adressant à mes citoyens, mais de se dire, en ouvrant et en travaillant avec d'autres, j'aurai un impact plus fort, parce que des acteurs de la société civile, d'autres ont déjà une partie de la solution, ou parce qu'en ouvrant ce que je fais, je vais pouvoir aussi avoir des contributions ailleurs. Je suis pas du tout dans une logique de privatisation de l'action publique, mais dans une logique de partenariat bien plus fort de l'acteur public avec des acteurs tiers. Pour répondre à la question, quelle place des innovateurs sociaux là-dedans ?
Le premier, c'est un peu ce que tu disais, enfin je rebondis bien là-dessus, c'est comment est-ce que les innovations sociales aujourd'hui menées qui se basent sur de l'open data en font une caractéristique beaucoup plus forte de leur projet, le mettre plus en avant. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit aussi pas mal au Carrefour des innovations sociales. C'est une caractéristique assez forte. Et puis, ça a aussi été la rencontre avec Julien et Elise qui sont plus loin dans ces enjeux-là, de se dire, bah, éthiquement, ça vous semble intéressant. Déjà, poussons au maximum la logique en ayant réellement des logiciels qui puissent être adaptés par d'autres. Et faisons aussi de cette dimension-là une partie de notre identité quand on parle de notre projet, même dans des univers qui ne sont pas du tout tech. Mais c'est aussi comme ça qu'on va diffuser petit à petit l'open data dans des univers où ça n'a rien d'évident. Et la deuxième peut-être réponse que j'y trouverais, c'est que ce qui est intéressant dans l'innovation sociale, c'est qu'il y a une tradition assez historique de j'apporte des nouvelles réponses, mais est-ce que ça colle exactement? À combien de personnes ma réponse est utile? Et donc il y a toute une réflexion sur l'évaluation de mon action, sur l'impact social. Et quand on voit des jeux de données ouverts qui sont sous-utilisés, il y a sûrement, et c'est ce que vous faites en partie, un tuilage qui est à renforcer. Comment est-ce qu'on met des innovateurs sociaux sur des jeux de données en se disant bah, allez-y, créez des nouveaux services qui sont réellement utiles et qui ont un impact assez fort. Je pense qu'il y a une culture de l'évaluation de l'impact côté innovation sociale et il y a une compétence tech côté open source et open data qui pourrait être abondé de bonnes red colt, j'aime beaucoup cette métaphore, qui pourrait être très riche, quoi. Du coup, j'ai de quoi répondre vraiment à la question. Merci Bénédicte, ça m'a inspiré plein d'autres choses. Ouais, la personne que je veux mentionner, c'est Paul Duan. Vous avez sans doute entendu parler de lui, 10% de réduire le chômage grâce au big data, tout ça. Il a fait pas mal parler de lui grâce à ça il y a un petit bout de temps. Son message est plus nuancé que ça, mais c'était ce qu'il a fait connaître. Et Paul Duan, il gère une ONG qui s'appelle Base Impact. Et leur idée, c'est réduire le chômage et s'attaquer à d'autres problèmes. Mais là, en ce moment, ils sont concentrés sur le chômage grâce à une application qui s'appelle Bob Emploi, en utilisant les données, notamment fournies par Pôle emploi, pour fournir des conseils aux chômeurs et les aider à trouver plus vite du travail. Il y a des choses intéressantes dans leur projet. Une des choses que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est que finalement, ils ont fait comme les startups, ils ont pivoté, ils ont changé plusieurs fois de plan parce que ce qu'ils faisaient ne marchait pas au début. Et comme justement ils mesuraient leur impact, ils étaient prêts à changer en fait. Et le truc le plus intéressant, je trouve, c'est qu'au début, c'était juste du machine learning, c'est-à-dire ils se disaient, en fait, on va juste mettre les bons candidats en face des bons jobs, et puis ça va marcher tout seul. Mais en fait, c'est pas ça qui a marché le plus. Ce qui a le mieux marché, c'est des conseils qui étaient faits par des vrais êtres humains, des vrais conseillers Pôle emploi, qui arrivaient à diffuser massivement et qu'ils arrivaient à partager à des gens. Et en fait, c'est ça qui a marché. Je trouve ça que c'est assez marrant, c'est-à-dire que c'est le côté plus humain finalement qui a fonctionné. L'autre truc qui est intéressant, c'est que Paul Duan, en ce moment, il a fait un livre blanc qui s'appelle le service public citoyen, qui résume un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il pense que pour que les choses évoluent, il faut qu'on ait des services publics qui soient citoyens. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une espèce de délégation de services publics. Donc c'est des assos ou d'autres acteurs qui vont porter des services publics dont l'État n'est pas forcément engagé, mais l'État va fournir une aide sous la forme de assurer la promotion, par exemple, de ces choses-là et assurer le fait qu'ils vont être viabilisés dans le temps. Et de l'autre côté, ces services publics citoyens ont un engagement fort aussi, c'est-à-dire qu'ils doivent être un service public. Ils doivent s'adresser à tout le monde, ils ne doivent pas être discriminants, ils doivent être universels, et c'est des choses qui sont assez fortes. Et donc ce concept est, je trouve, assez intéressant pour voir quel pourrait être le futur de ce partenariat qu'il pourrait avoir entre l'open data, qui est à l'heure actuelle plutôt produit par l'État, et les entrepreneurs sociaux. Merci beaucoup. Jusque-là, on a beaucoup parlé d'approches vertueuses, de cercles vertueux même, entre innovateurs sociaux et open data. J'aimerais bien qu'on apporte une petite nuance et qu'on regarde les limites de l'application de l'open data par les innovateurs sociaux. Ça permet de cadrer l'usage finalement. On a beaucoup parlé des pouvoirs publics qui sont censés apporter une transparence, une open data fiable. Et notamment, justement, ce secteur public applique pour lui-même des limites qui sont évidentes, par exemple dans le secteur de la défense, ça paraît logique, mais aussi sur des secteurs plus historiques, parce que c'est lié à des infrastructures, comme Météo France, par exemple,
qui n'a pas ces données ouvertes, finalement. Et puis à côté de ça, on a le phénomène du RGPD qu'on a déjà évoqué 2 fois, qui limite l'utilisation des données personnelles et surtout qui, dans le texte de loi, présente certaines données comme étant sensibles, notamment pour les innovateurs sociaux, puisque ce sont des données dites sensibles qui se rapportent au secteur ou aux associations, par exemple, qui ont des activités politiques, religieuses, idéologiques, et donc qui sont directement concernés par l'utilisation des données, et donc l'open data. Alors, quelles sont les limites que vous pourriez percevoir, que ce soit en raison de ces causes-là, ou alors à cause d'autres raisons qu'on n'aurait pas identifiées? Là, pour que j'ai une vraie réponse assez concrète. Une des limites, moi, à laquelle on était confronté, c'est quand un acteur public n'ouvre pas ses données, alors que normalement, légalement, il est obligé de le faire. Ça arrive assez souvent, c'est pour ça qu'il y a la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est une instance, une commission auquel on peut faire des demandes, une autorité indépendante, merci beaucoup. Et du coup, pour dire, voilà, on a besoin de cette donnée, on refuse de me la donner, est-ce que vous pouvez intervenir? Donc nous, on n'en est pas encore là, mais on a commencé, par exemple, à travailler sur les questions de redécoupage des cartes électorales. Comme le nombre de députés est censé changer, il va y avoir un redécoupage des cartes électorales qui va être fait. Comment ça se passe normalement? Le ministère de l'Intérieur se met dans son bureau, ils prennent des grandes cartes et puis ils se disent bah, tiens, je vais découper ça comme ça, hop là, il y a plus d'électeurs de cette manière-là, de tel endroit, et hop, ils découpent. Et ça arrange tout le monde parce que ça permet d'être plus facilement réélu. Je caricature un peu, mais on n'en est pas loin parfois, ce qui s'appelle le gerrymandering, qui est vachement utilisé aux États-Unis. On se dit quand même, ce serait censé être des données publiques, les bureaux de vote et comment ils sont découpés, ainsi de suite. Et ce débat, il devrait plutôt avoir lieu de manière démocratique. Ça semble plutôt intelligent parce que c'est surtout quelque chose qui va être après, qui va gérer le nombre de députés et la manière dont ils sont élus. Et donc on a proposé en fait de créer de proposer nous-mêmes un algorithme qui fait du découpage de cartes électorales automatiquement. Sans respecter les contraintes que s'est fixé le gouvernement. Le gouvernement a dit, en fait, quoi qu'il arrive, on fera en sorte qu'il y ait un département, enfin, il y aura toujours au moins un député par département. Ce qui pose des problèmes, parce que ça veut dire que dans certains secteurs, un vote aura 4 fois plus de poids qu'un autre vote. Donc ça pose des problèmes en termes de démocratie. Et donc nous, on s'est juste dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si on met un algorithme à faire cette tâche-là? Et on lui dit juste, bah tiens, essaye d'optimiser. Quels sont tu me mets le même bassin de population qui va voter pour un député. C'est pas forcément la solution optimale, mais c'est une solution dont on peut parler. C'est une solution qui est open source, que tout le monde peut se réapproprier, on peut changer les paramètres, on peut voir comment ça évolue, et ça permet en fait de prendre quelque chose qui est fait dans un coin et le mettre sur la voie publique et de l'exposer, d'en parler. Et pour nous, c'est un travail qui est important. Donc là, c'était plutôt comment impulser des logiques d'open data et puis aller au-delà, quoi. Mais oui, mais ouais. Ouais. Yes. Limite que je verrais en matière d'open data, c'est déjà est-ce que, quand on est non acteur public, la question se pose aussi sur des données personnelles ou des données sensibles, mais au-delà aussi, est-ce que j'ai le droit d'abord tout simplement de partager les données? Qui est l'auteur, d'où viennent les données, et du coup est-ce que j'en ai le droit? Et ensuite, moi, ce qui me semble intéressant, je suis plutôt partisane d'ouverture des données qui est aussi et en parallèle de notion de gouvernance ou de cette richesse des données qui sont ouvertes, qu'est-ce qu'on en fait? On connaît bien le risque de captation de la valeur économique des données qui vont apparaître parce qu'on croise des données, du coup on a des informations nouvelles. Donc moi, un risque ou une limite, un point d'attention, disons que j'y verrais, c'est aussi comment est-ce qu'on peut prévenir ou comment est-ce qu'on peut anticiper l'usage qui peut être fait de l'open data par des acteurs qui, pour le coup, sont peut-être juste intéressés par la valeur économique des métadonnées qui va pouvoir en être issue. Ouais. Donc moi, pour compléter un petit peu tout ça, je pense que je rejoins la fin de
ton argument, c'est que moi je suis plus du côté du privé, en fait, au jour le jour avec mes clients. Oui. Je pense que justement c'est ça, la limite de l'open data que nous on voit aujourd'hui, ce que j'explique tout à l'heure, c'est comment est-ce que nous on est aussi un conseil sur ce qui est fait avec cette donnée-là. Dans les faits, c'est rarement l'open data qui pose problème en termes d'éthique. C'est plus les données internes des entreprises. Moi, pour l'instant, j'ai encore du mal à voir vraiment des limites à l'open data en termes d'utilisation malicieuse. Pour l'instant. Bon, après, j'imagine que même si on prend des pays qui sont plus développés en fait, sur la partie, comme les États-Unis par exemple, même à ce niveau-là, c'est compliqué d'avoir des données qui ont vraiment seules un impact très puissant. Dans mon expérience en tout cas. Et quand je dis très puissant, c'est pas qu'elles sont pas utilisables, c'est juste que l'utilisation qui peut en être faite reste souvent anonyme, reste souvent agrégée et pas unifiée par personne. Le problème, c'est plus, par exemple, sur des projets de santé, par exemple, de dire on a des données privées très profondes, et le fait de recouper ces données-là avec des données open data, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, peut poser problème. Parce qu'on vient booster une donnée privée qui a potentiellement zéro limite dans la profondeur en fait de la description de la personne. Et pour moi, c'est ça le problème. Mais c'est pas l'open data qui est en cause, c'est plus la donnée privée, ce qui en est fait. Sachant qu'un acteur qui a de la donnée privée et qui veut en faire une utilisation malicieuse, je pense n'attendra pas l'open data pour le faire. Mais c'est juste ce que moi j'ai vu dans mon expérience pour l'instant. Après, sur le secteur public, je suis beaucoup moins au fait que vous. J'ai du mal en fait avec la question quand tu parles de religion, de toutes ces choses-là, parce que j'ai pas personnellement, j'ai pas forcément d'avis sur l'impact de l'open data là-dessus. Je sais pas. En fait, pour recontextualiser, et puis après, j'ai vu Frédéric que tu voulais prendre la parole. Le RGPD implique une nouvelle limite pour certains types de secteurs associatifs, ou privés aussi, hein, mais les associations sont explicitement citées dans le texte de loi. Et ces associations sont les associations qui ont une activité politique, religieuse ou idéologique, philosophique. On dit que ces activités sont sensibles, ou alors toutes les organisations qui traitent de ces données politiques, religieuses, philosophiques sont dites sensibles aussi. Et donc, l'utilisation qu'on peut faire de cette donnée, la communication qu'on peut faire dessus, c'est-à-dire à quel point on peut diffuser cette donnée-là, est très restrictive. Beaucoup plus que sur d'autres secteurs qui sont, on va dire, moins problématiques, qui peuvent moins engendrer de débats, finalement. Voilà. D'accord. Juste pour rebondir très rapidement, après je te laisse prendre la suite, mais justement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, l'open data, il y a une vraie limite en fait sur la partie lien entre une personne physique et open data qui peut être généré depuis cette personne. Dans ce qu'on observe souvent, c'est que la donnée, c'est ce concept d'agrégation en fait, de données. C'est des types de populations, des zones peut-être assez larges. Comme à un moment, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a eu toutes ces cartes de Paris avec les impôts payés par station, tout ça. C'était assez intéressant, peut-être, mais dans l'absolu, ça ne sert pas à grand-chose en fait, pour des études. Enfin, c'est la donnée agrégée, quoi. Donc c'est des zones très larges, peut-être des dizaines de milliers de personnes qui sont agrégées dans le même ensemble. C'est très dur de targeter en fait, vraiment de cibler en fait ces zones-là pour rentrer à des conclusions vraiment précises. Encore une fois, à mon sens, il faut passer par des données qui sont privées, donc beaucoup plus personnelles, et dire ok, donc cette personne-là est dans cette zone-là, donc. Mais la donnée l'open data seul a du mal à être, et heureusement, à être en fait vraiment unifiée par personne, à mon sens. Frédéric, tu voulais réagir tout à l'heure? Oui, c'était juste pour compléter un petit peu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Tom. En fait, les données seules en open data à l'heure actuelle sont assez inoffensives. Il y a peu de données à caractère personnel. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, toutefois, et c'est ce que tu disais, hein, c'est qu'il y a vraiment quand même des risques qui sont engendrés par les technologies, notamment de data science et de machine learning, enfin toute la partie prédictive en fait, qui peut être dangereuse, qui a un pharmacone, quoi, c'est-à-dire qu'il peut avoir des effets positifs comme négatifs. Et c'est pour ça que je vais encore dire, c'est la phrase que j'ai dit tout à l'heure, je suis désolé, on a un projet Data for Good qui parle de ça. On a fait un truc qui s'appelle le serment d'Hippocrate pour les data scientists,
pour essayer de faire une espèce de truc un peu déontologique pour les data scientists, avec une liste de principes, et après comment on les applique concrètement, quels sont à chaque étape d'un projet, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer d'avoir une utilisation éthique des données, en s'appuyant notamment en partie sur le RGPD. Il y a des choses qui sont vachement intéressantes dedans, sur le consentement, sur ainsi de suite. Là où je veux en venir, c'est que ce genre de principe éthique, déontologique, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que on ne va pas engager seulement la responsabilité des individus et tout va être réglé. Il y a aussi besoin de créer des institutions qui seront capables d'évaluer, à mon sens, enfin de réguler ce qui est fait des algorithmes, notamment des algorithmes d'apprentissage automatique. Et pour aller plus loin, pour moi, c'est même quelque chose qui pourrait être un avantage compétitif pour l'Europe, c'est-à-dire de proposer des solutions qui utilisent ce qu'on appelle de l'IA de manière commerciale, mais c'est-à-dire qu'entre les États-Unis et la Chine, nous, notre valeur ajoutée en Europe, ça pourrait être de se dire, nous, on fait des IA qui sont éthiques. On propose des choses qui sont bien faites, qui respectent votre vie privée. Snip, c'est par exemple un exemple, c'est un assistant vocal qui est fait en France, enfin à Paris, et l'idée, c'est les données ne sont pas envoyées sur le cloud. Toutes les données restent sur l'appareil, et il y a juste des données qui sont chiffrées, qui sont envoyées. Donc ça permet quand même d'avoir une bonne qualité, mais tout reste privé. Et je pense qu'on a vraiment une épingle à tirer dans l'échiquier mondial sur cette partie-là, éthique et IA. D'autant plus que l'Europe est un terreau assez avancé, assez fort sur l'innovation sociale et aussi sur le plan éthique, puisqu'on est les précurseurs, notamment sur le RGPD ou sur d'autres lois liées à la protection des données. Voilà. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions, avoir fait partie de la discussion. Maintenant, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je vais laisser la salle poser des questions supplémentaires.